Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell. Je suis ravi de vous retrouver pour cette table ronde exceptionnelle qui va nous permettre de découvrir en exclusivité le tout dernier baromètre Uxplorer, UXplorer, produit par le Wellness Lab by Convergence. Convergence, qui est un cabinet conseil fondé et dirigé par Cyril Duguet, que je suis très heureux d'accueillir sur ce plateau. Cyril, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bien, merci de me recevoir. Voilà, bienvenue sur ce plateau. Et Cyril, comme je le disais, on va découvrir les résultats du tout dernier baromètre produit par le Wellness Lab. Alors, évidemment, première question, qu'est-ce que le Wellness Lab ? Alors, le Wellness Lab, au moment où j'ai créé Convergence, j'avais une ambition qui était de dire que l'humain avait une valeur inestimable, il fallait prendre soin de lui. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut être précurseur dans ces démarches-là. Et j'ai voulu être ce que j'appelle, moi, un agitateur du expérience. On pourrait dire expérience, mais j'aime bien. Alors, pourquoi UX ? UX parce que c'est user experience, donc c'est très centré, user-centric, et donc le but c'est d'être vraiment l'éclaireur sur tous les sujets de tendance qui vont arriver, les sujets de services, de start-up, d'équipement, sur tous les nouveaux usages pour justement répondre à cette problématique de l'humain au centre de nos entreprises. Ouais. Et alors comment est-ce qu'il est réalisé ce baromètre ? Alors ce baromètre, il est réalisé auprès de mes clients, on va dire, et je me suis plutôt concentré un petit peu quelques éléments sur l'Île-de-France. J'ai plutôt pris, donc on a interrogé 4528 collaborateurs, donc c'est les clients qui ont diffusé entre guillemets le lien, et c'est sur les collaborateurs qui ont répondu. Ok, des occupants, donc des salariés. Des occupants, voilà, c'est ça. Tout ça, on avait vraiment la source directe du salarié et de ses entre guillemets sa vision d'aujourd'hui, ses besoins de demain. Ouais. En termes de services, donc, qui est un angle intéressant à étudier. Alors c'est un joli panel, déjà on voit qu'il y a une majorité de femmes, 57% dans le panel, beaucoup de jeunes, des moins de 35 ans, 45% de moins de 35 ans, c'est bien ça aussi. Et alors, il faut le dire aussi, il y a plus de 80% de cadres, je crois. Mais on est en Île-de-France, donc c'est à peu près logique. Merci Cyril. Alors pour commenter évidemment les résultats que nous allons parcourir ensemble, je suis ravi aussi d'accueillir deux professionnels qui vont jouer les grands témoins aujourd'hui. Tout d'abord, Alexis Ancio. Bonjour Alexis. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Directeur Asset Management chez Union Investment Real Estate. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement d'ailleurs Union Investment Oui, bien sûr. Très simplement, Union Investment, c'est une foncière française et allemande. Je représente la succursale française. Union Investment dans le monde touche à l'intégralité de l'immobilier, que ce soit bureaux, commerce, pieds d'immeubles, centres commerciaux, hôtels et résidentiels. En France, la succursale est majoritairement concentrée sur du bureau, majoritairement Paris, Île-de-France et surtout intramuros. Et nous représentons l'équivalent de 4 milliards, 4 milliards et demi d'euros selon les valorisations de bâtiments détenus en France. Joli périmètre alors. Exactement, un joli terrain de jeu. Ouais, merci Alexis. J'accueille également un habitué de notre plateau, Manuel Martins. Bonjour Manuel. Bonjour Lionel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc tu es directeur adjoint environnement de travail France chez Danone. Oui. Allez, on rappelle Manuel le périmètre justement de la direction environnement de travail chez Danone. Alors ce sont 25 sites, il y a 12 usines, 8 bases logistiques, 5 sites tertiaires dont un centre de recherche. Des directions classiques pour les centres tertiaires. Et ensuite, on intervient plutôt avec un rôle d'acheteur pour acheter justement du service, on va en parler, sur l'ensemble des autres bâtiments. Très bien. Là aussi, joli terrain de jeu quand même. Oui. Ouais. Combien de collaborateurs en interne, non externalisé, on est à une centaine de collaborateurs. Ouais, déjà une belle équipe. Allez, merci encore à vous trois d'avoir accepté donc, mon invitation. Et évidemment, je vais commencer en me tournant vers toi, Cyril. Vous avez interrogé votre panel pour démarrer, le télétravail et les modes de déplacement. On va le voir à l'écran. Pas d'immense surprise. On est entre 1 et 2 jours de télétravail hebdomadaire en moyenne, dont le vendredi, majoritairement, très majoritairement, d'ailleurs, 58%. Comme on est en Île-de-France, forte utilisation des transports en commun devant la voiture individuelle. Mais j'ai noté quand même la poussée des mobilités dites douces. On voit entre le vélo, la trottinette, vélo électrique, on est à plus de 10% des collaborateurs que vous avez interrogés qui disent les utiliser pour venir au bureau. Comment tu analyses ça ? Est-ce que c'est aussi un résultat qui t'a surpris ?
Non, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien chez nos clients avec qui on discute. Ils ont mis en place des accords télétravail, mais on sait très bien comment fonctionne la semaine et on voit souvent le vendredi qui est très creux. Donc, le jour préféré, le collaborateur il préfère le vendredi, comme ça, je dirais qu'il cumule aussi à un moment donné de la facilité de logistique, etc., pour enchaîner sur le week-end. Donc, je dirais que ça se comprend. Après, la mobilité douce, je dirais que c'est quelque chose, c'est un phénomène qu'on voyait arriver. Et je dirais l'épisode Covid et donc derrière les nouveaux usages aussi de déplacement, les collaborateurs ont pris vraiment conscience de ce phénomène-là et sont très demandeurs et se déplacent de plus en plus avec du gyropode, de la trottinette, du vélo. Donc il faut amener des réponses sur les immeubles quand ils vont se déplacer avec ces véhicules, on va dire, d'un nouveau genre. Ouais. Vous le constatez aussi, Alexis, Manuel, Alexis? Oui, complètement. Les espaces dédiés à ces mobilités douces ont pris de plus en plus de surface de plancher, nous, dans les projets qu'on mène, quand on fait des grosses réhabilitations, ou alors qu'on doit se conformer aux attentes du marché. Et il y a une réglementation de plus en plus d'ailleurs stricte sur ce sujet, Manuel, si je ne me trompe pas. Il y a non seulement une réglementation, mais il y a aussi une demande de plus en plus forte. Je vais essayer de citer quelques ratios, mais sur des villes comme Paris et la région parisienne, on est plutôt sur un ratio de 1 pour 15, une place de mobilité douce pour 15 bureaux. Voilà, c'est entre 15 et 25 selon la population qu'on a. Et vous anticipez l'un et l'autre un développement, une augmentation de ce... En tout cas, c'est ce qu'on constate. Sur l'ensemble des bâtiments, je pense qu'on partage la même impression. On a plutôt une tendance à augmenter le nombre de places de vélo avec des bornes électriques, bien entendu. Oui. Et oui. Prévoir ça, pas seulement pour les vélos d'ailleurs. Non, oui, voilà. Et des espaces qui soient sécurisés aussi pour essayer de pallier à des potentielles dégradations ou des vols. Parce que ça devient du matériel qui est quand même coûteux. On n'est plus sur le simple vélo. Avec les problématiques des batteries qui Oui, prennent tout feu. à fait. Oui, oui aussi. J'ai vu ça récemment, il y a eu un départ de feu comme ça. Mais qui ne sont pas des sujets encore parfaitement maîtrisés par tous les services de sécurité des villes, avec les pompiers notamment. Donc pour l'instant, on va dire qu'on n'est pas encore trop embêté, mais à un moment donné, ça va le devenir, comme pour les sujets des bornes de recharge de voitures électriques dans les parkings. Ça va être le même problème. Absolument. Alors, on revient à notre baromètre Explorer, parce que vous avez souhaité sonder aussi les attentes en matière de services. On va découvrir à l'écran quels sont les services publicités par les personnes que vous avez interrogées. Petite surprise en ce qui me concerne, puisque la salle de sport et la salle de consultation médicale arrivent largement devant les autres propositions. Par exemple, notamment l'épicerie, l'espace détente, le local vélo, qui complète le top 5, mais surtout loin devant la crèche ou la conciergerie, par exemple. Quelle lecture est-ce que vous en avez faite, Cyril, au Wellness Lab ? Alors, ce qui est intéressant et ce qui est à dire, c'est le souhait des collaborateurs aussi, c'est pas forcément l'usage. C'est là où il faut distinguer les choses. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le baromètre, c'est l'œil, le regard du collaborateur, et après, il y a la vraie vie sur le terrain. Oui. Je pense qu'on l'évoquera après. Oui, c'est ces attentes désirées. Mais quand on prend le panel qu'on a vu juste avant, il y a quand même une forte population jeune aussi qui monte en puissance dans le bâtiment, dans l'entreprise, et donc il y a aussi des évolutions d'attente, donc il faut les prendre quand même en compte dans le cas. Je dirais que pour moi, les trois grandes familles qu'on voyait quand même dans le besoin, la partie restauration, parce que c'est quand même à un moment donné, j'ai envie de bien manger et je veux que ce soit appétissant, parce que si je viens 2 à 3 jours, il faut quand même que ce soit qualitatif. L'enjeu aussi du service santé qu'on voit à travers le besoin d'avoir des solutions de consultation médicale. On voit bien que ça, c'est des choses qui montent en puissance parce que aussi l'épisode Covid a laissé des traces et le collaborateur à un moment donné, il a plein de problématiques, il a envie que l'entreprise lui amène des réponses. Ce qui n'est pas simple, attention à gérer. Et puis l'activité sportive, parce que je pense qu'aussi c'est le phénomène, mais c'est pas forcément, c'est pas forcément l'équipement, c'est plutôt la salle de sport qu'on voit qui est le plus plébiscité dans les activités, parce que les gens se retrouvent entre eux et c'est une manière de se retrouver. Oui. Alexis, ça t'a étonné de voir la salle de sport arriver loin devant, à 53% qui oui, c'est ce qui n'était pas le cas avant. Non, il ne me semble pas avoir vu ça dans les précédents baromètres. Oui, complètement. On a vraiment le sentiment d'avoir la liste au Père Noël. Et c'est bien qu'elle existe, cette liste au Père Noël, parce que ça nous challenge en permanence pour arriver à démultiplier les usages. Pour autant, la constatation sur site avec des populations diverses et variées sur des sites multilocataires, on constate qu'effectivement l'attente est là, mais après le taux de captation, l'usage, il est nettement différent de l'attente exprimée. Et on le voit sur l'intégralité des premiers espaces qui sont vraiment plébiscités par les utilisateurs. On a réellement un taux de captation qui va être de l'ordre au maximum de 15%.
Voilà. Ce qui n'est pas énorme. Et comment tu l'expliques ça? On l'explique avec justement tous ces sujets qui vont aussi se mêler au RSE. On a un volume d'attentes très important de la part des utilisateurs, mais pour autant, ces attentes, on va dire que c'est quelque chose qui va permettre une captation des collaborateurs sur site. Donc, on les garde au travail, on les fait venir, on évite de pousser au télétravail et on indique à quel point l'espace sur lequel ils vont aller et venir collaborer est sexy, entre guillemets. Et c'est surtout un attrait des nouveaux talents. Ouais, c'est ça, c'est pour de l'attractivité. Voilà, c'est de l'attractivité, mais pas forcément utilisée. Est-ce que tu le constates toi aussi, Emmanuel? Oui, les ratios sont les mêmes. Ils n'ont pas trop évolué depuis quelques années. En France, une salle de sport est utilisée par 1/7 d'un bâtiment. Ça, c'est le nombre d'adhérents. Ah oui. Et ensuite, bien entendu, ils ne viennent pas tous les jours. Donc, en moyenne, c'est 2 fréquentations par semaine. Donc, vous voyez, ça fait des salles qui ne sont pas non plus débordantes. Oui. Ensuite, il suffit qu'il y ait un excellent hospitality manager, il suffit qu'il y ait une bonne dynamique, et puis on arrive à avoir des chiffres un peu meilleurs. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est la dégringolade de tout ce qui concerne plutôt les conciergeries. Oui. Et l'augmentation de tout ce qui concerne la santé, le bien-être au travail. Voilà. Et moi, je le vois plutôt comme une déclaration en disant « j'ai besoin d'avoir ce niveau de service parce que j'estime que c'est le bien-être dont j'ai besoin quand je viens dans l'entreprise. Pour autant, je ne vais pas l'utiliser en permanence. Et c'est le nœud du problème, c'est que derrière, il faut une certaine animation pour inciter à l'utilisation. Ouais. Alors Alexis disait c'est la liste au Père Noël, un peu. On voit qu'effectivement il y a quand même beaucoup de services qui sont quand même plébiscités, parce que voilà, jusqu'à l'espace de coworking, la salle de jeu, voilà, malgré tout l'audito, il y a quand même des répondants qui disent que c'est une attente pour eux. Comment est-ce qu'on fait pour tenir compte justement de toutes ces attentes? Est-ce qu'il faut tout proposer justement, Alexis? Il faut essayer d'en proposer le plus possible dans la mesure du possible en fonction de la taille du bâtiment. On est contraint par des bâtiments la plupart du temps existants, surtout en Ile-de-France et dans Paris encore plus précisément. Donc on est obligé de composer avec ces structures porteuses la plupart du temps et on n'a pas d'autre choix que de tenter de faire entrer le plus possible d'usage en maintenant une flexibilité, c'est-à-dire une réversibilité des espaces. L'objectif, et ça va dans la dynamique toujours environnement et développement durable, c'est de dire aujourd'hui cette salle est un auditorium, demain elle pourra devenir une salle de sport. Donc on doit la concevoir avec de la mesure conservatoire pour aller dans cette direction. C'est le plus important. Plus de polyvalence dans l'utilisation, l'usage des espaces. Oui, et quand ils sont réfléchis de cette manière-là, pour nous, exploitants, c'est plus facile du coup de pouvoir imaginer des tas de services autour. Moi, je n'ai pas de conseil à donner. En revanche, j'ai une expérience qui fonctionne plutôt bien. En termes d'animation, c'est le fait de créer un groupe de travail avec les RH et l'IT. Et de travailler justement sur la user experience. Alors vous l'appelez comme vous voulez, le groupe de travail, mais le fait d'avoir du bottom-up, c'est-à-dire de demander à chacun des utilisateurs quels seraient les niveaux de service dont ils auraient besoin, et d'imaginer un plan d'action pour augmenter le niveau de service par rapport à ces remontées, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien dans l'ensemble de nos bâtiments. Et vous n'avez pas peur de la boîte de Pandore? Parce que en préparant, vous me disiez, d'ailleurs tous les trois, vous me disiez le niveau des attentes, en tout cas en Ile-de-France, clairement, le niveau des attentes des salariés, il a nettement augmenté. Tu as tout à fait raison, et effectivement on en a parlé. Il y a effectivement une voie qui s'est débridée, et on est beaucoup plus en attente d'un certain nombre de niveaux de service. Pour autant, moi j'apprécie plutôt le challenge, on était d'accord sur ce point-là, donc c'est plutôt enthousiasmant d'avoir ce genre de retour, et ça permet de jauger le niveau de service dont on a besoin. On parlait tout à l'heure des espaces pour le parking à vélo ou à trottinette. Nous, on a demandé le nombre de personnes qui souhaiteraient venir en vélo ou en trottinette. Bien entendu, entre le besoin et le réel, il y a un petit gap. Mais pour autant, on savait qu'on devait caler sur 50 places de vélo qui étaient le besoin de tel ou tel bâtiment. C'est une manière d'arriver à jauger le besoin. Pas tout proposer d'un coup. Non, évidemment, c'est pour ça que nous, par exemple, on a été souvent et on est amené à collaborer avec Convergence pour nous aider à préparer comme un pré-audit de faisabilité et d'usage potentiel lors de rénovations lourdes ou d'une VFA ou d'une construction complètement neuve. On essaye d'anticiper le plus possible. On ne fige rien, on ne grave rien dans le marbre, on prend de la mesure conservatoire pour les arrivées d'eau, pour l'électricité, pour le courant faible, et on propose aux premiers preneurs
d'avoir un véritable opinion. Qu'est-ce que vous préférez? Et une fois qu'on commence à trouver un consensus, d'une certaine façon, ça se rejoint énormément. Là, pendant la phase d'exécution, on prend les arbitrages qui s'imposent. Cyril, le niveau des attentes des collaborateurs a vraiment augmenté en termes de service? Il a augmenté, et puis c'est pour ça qu'il y a des boîtes qui créent aussi des directeurs de l'expérience collaborateur. Et on le voit de plus en plus, parce qu'à un moment donné, il faut amener des réponses. Mais par contre, je dirais la liste, elle est belle, mais il ne faut pas figer les espaces. Il faut créer ce que j'appelle le côté hybride, c'est multi-usage dans un lieu pour amener des réponses, mais pas les figer non plus dans le temps, parce qu'il faut faire évoluer l'approche servicielle. Et c'est ce qui amène de la nouveauté. Il faut y aller step by step à un moment donné dans la mise en place. Donc, et pas tout délivrer d'un coup. Et alors, on disait, le panel, il est francilien. Oui. Est-ce que ces tendances-là, on les remarque aussi ailleurs en région? Alors, l'avantage, c'est que je travaille à la fois en région et dans quelques pays d'Europe. Oui. Et ce qu'on voit dans les grosses capitales, on retrouve le même phénomène. Parce que le phénomène, c'est le télétravail, qui a amené aussi un changement d'usage du bureau. Et le deuxième problème, qui est l'attractivité des collaborateurs, parce qu'on le retrouve partout. Faut être très clair. Donc globalement, les grosses capitales, on va dire Bruxelles, Genève en Suisse, enfin le Luxembourg, ou Lyon, ou à un moment donné Marseille, Nice, on va retrouver les mêmes problématiques. Mais sachant qu'en province, le seul phénomène, c'est qu'on aura des services de plus en plus hybrides, parce que souvent le niveau de loyer et de charge n'est pas forcément le même que sur Paris. D'accord. Apparemment, il y a aussi un moment donné, il faut aussi réfléchir à l'équilibre économique. Donc on a des lieux de plus hybrides, on va dire, en province ou en Belgique, à Bruxelles, des lieux beaucoup plus compacts et avec multi-usages que sur Paris où des fois on a des gros campus où on peut avoir des espaces un peu plus figés. Compris. Autre question, avant de nous intéresser d'ailleurs à la restauration, parce que vous avez testé aussi le panel sur la partie restauration importante en France. Oui. Voilà, vous avez donc proposé donc ce panel de services sur le papier. C'est bien, mais vous me disiez, et vous l'avez pointé du doigt, il faut les faire fonctionner. Oui. Et pour les faire fonctionner, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on les fait vivre concrètement? Parce que Manuel, c'est exactement ce que tu disais. Voilà, il faut quoi? Il faut un community manager, un hospitality manager, les fameuses applications digitales. Il faut une dynamique. L'hospitality manager est une des briques. La plateforme digitale, pour moi, en est une autre. Oui. En revanche, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé la panacée. Donc, je ne sais pas si... certains l'ont trouvé, je suis très à l'écoute. C'est-à-dire, tu n'as pas trouvé d'application digitale? Mon impression, c'est que l'application est en mode going. On est en train de progresser parce qu'il y a une partie de cette application qui reste à créer, qui est toute la partie collaborative. Ouais. Comment fait-on pour déclarer le fait que nous sommes en présentiel, par exemple, demain sur tel bâtiment, et du coup, je vais transformer mon remote en présentiel parce que ça m'intéresse de pouvoir te rencontrer demain et qu'on va gagner du temps à discuter autour d'un café. Bon, il y a cette partie-là, cette animation-là de la partie collaborative, de la partie service, qui, à mon sens, demande encore à être travaillée. C'est l'animation de communauté, ouais, quoi. On est encore en recherche. Pour tout te dire, on est en appel d'offres, on regarde le marché. D'accord. Et il y a plein d'annonces qui sont faites régulièrement sur des gros faiseurs qui vont sortir des logiciels, donc c'est quelque chose qui est en mutation. Oui. Hospitality management, application digitale, j'imagine que vous... C'est un grand sujet qu'on travaille depuis longtemps. Union est très axé avec des centres d'affaires et donc des immeubles très serviciels. Oui. Donc on a tout de suite pris le virage de se rapprocher de ce qu'on peut trouver dans l'hôtellerie. Pour autant, on s'est rendu compte de quelque chose qui est très important, c'est que dans l'hôtellerie, vous n'avez pas d'application pour pouvoir réserver votre spa et votre restaurant. Vous allez chercher le lien humain. Et aujourd'hui, on va à l'accueil, on va ou à la conciergerie. C'est ça. Parce qu'en fait, finalement, on est content d'adhérer à une forme de communauté dans un endroit et on crée du lien social, mais du lien physique et pas uniquement dématérialisé. On est déjà énormément, permettez-moi l'expression, bassiné avec toutes les applications de réseaux sociaux. Finalement, si on vient au travail aujourd'hui pour créer du lien avec des collègues ou des gens d'à côté, d'une autre entreprise, c'est pour les voir physiquement, c'est pas pour les avoir sur LinkedIn ou sur Facebook. Donc il est là le problème. Et le job du community, il est là. Réellement, c'est d'être capable d'amener et de créer ce lien entre les gens, de créer une communauté vivante et pas une communauté uniquement dématérialisée. Les applications vont avoir un bel avenir, je pense, mais pour l'instant, elles ont trop voulu coller à un modèle qu'on nous a déjà imposé depuis plus de 15 ans avec Facebook, Instagram, Snapchat et j'en passe. Oui. Alors l'humain, le social, la rencontre, ça se passe aussi autour de la table en France et en entreprise aussi. Et donc, vous avez évidemment testé le panel sur
la restauration, comment ça se passe le midi, on va le voir. Alors, ce qui est frappant dans les premiers résultats que vous avez collectés, hein, c'est que le déjeuner, c'est vraiment le moment social par excellence. Hein. Vous avez demandé, est-ce que vous déjeunez seul, en groupe, à combien, etc. Bon, les 85% déjeunent en groupe. D'ailleurs, en moyenne, un groupe de 4-5, hein, voilà, de 4-5 personnes. Et vous avez aussi demandé si, en dehors du restaurant d'entreprise, les salariés apportaient éventuellement leur repas ou allaient acheter à l'extérieur et où. Et du coup, c'est la restauration rapide qui est devant, un numéro 1, devant le restaurant traditionnel et la fameuse gamelle qui arrive en 3e et qui ont la préférence des personnes interrogées. Et page suivante, slide suivante, on voit aussi que, parce que vous leur avez demandé à quelle heure est-ce que vous déjeunez, bon voilà, combien de temps vous prenez. Bon, alors malgré tous vos efforts, je suis désolé de vous l'apprendre, mais vous devez le voir tous les jours, le constater. Eh bien, il y a encore une très grande majorité de salariés français qui déjeunent entre 12h et 13h. Et voilà, difficile d'étaler dans le temps. Hein, la pause dure en moyenne entre 30 minutes et 1 heure. Cyril, pas vraiment de surprise dans ces résultats. Alors, pas de surprise, mais je dirais que ce qui est intéressant avec le créneau horaire, c'est qu'on avait une tendance quand même à la baisse souvent du moment de consommation le midi, avant la période de Covid. Ah oui. Parce qu'on voyait que, au fur et à mesure de 1 heure, on était passé à 50 minutes, et puis après 45. En vrai, ça commençait à se compacter, parce que les gens, en vrai, on avait tendance à la baisse. Oui, et on se dit, de toute façon, dans le futur, ce sera une demi-heure. Ouais. Et puis, le télétravail arrive par là, et quand les gens se retrouvent entre eux, en vrai, ils ont envie de passer quand même un bon moment. Et donc, on a plutôt une tendance maintenant à la hausse du temps passé pour le côté plutôt collaboratif. Ah oui. Donc, convivial. Convivial. Voilà. Après, sur les créneaux horaires, je dirais, c'est pas une surprise, et je pense qu'on n'aura pas de surprise dans le futur. Pourquoi ? Parce que c'est quand même, l'éducation qui nous a éduqués à prendre notre petit déjeuner le matin, déjeuner le midi et puis manger le soir, et avec des créneaux, on va dire, qui sont souvent les mêmes. Donc on a beau dire, je fais des intéressements ou quoi, les gens viennent manger à l'heure où ils ont faim. Et c'est malheureusement... Et ça gargouille autour de midi, 1 heure. Hein, voilà. Et donc ça ne changera pas sur ces sujets-là. Ouais, donc, Manuel, pas de surprise. Aucune. Bon, non, voilà. là, pour le coup... Bon. On ait un problème dans la gestion des files d'attente entre midi et 13h, je l'apprends à personne. Oui. On a beau faire ce qu'on voudra, ça sera physionomique, ça gargouille, et donc je descends en nombre. Oui. Même si on m'a indiqué qu'il ne restait plus qu'une place assise et que je suis 8, eh bien, on ne sait jamais, peut-être que 7 personnes vont se lever au moment où je descends. Donc honnêtement, voilà, ça fonctionne comme ça. Oui. Okay. Ça fonctionne plutôt bien. Et la tendance à cette pause déjeuner qui réaugmente, est-ce que, ou en tout cas qui reprend une importance peut-être d'ailleurs plus forte qu'avant le Covid, ça aussi vous le constatez ? Oui, on le constate. Les restaurants interentreprises, comme on les appelle encore un petit peu à l'ancienne, qui fonctionnent le mieux sont ceux qu'on a redesignés un peu style brasserie parisienne, comme si vous étiez sorti. Là, effectivement, les gens traînent à table. La problématique qu'on rencontre, c'est bien l'utilisation de ces mètres carrés, parce qu'on parle toujours de mètres carrés. Je prends la position du bailleur et de l'investisseur. Et la complexité, elle est d'arriver à faire en sorte que ces espaces, qui représentent de nombreux mètres carrés, ne soient pas utilisés que sur ces créneaux. Donc toujours, on en revient à la flexibilité de l'usage et on essaye de faire en sorte que ces espaces aient 2 utilités, sinon, in fine, on les utilise que 2 heures par jour, 5 jours par semaine. Eh oui. Hors vendredi encore. Et hors vendredi, bien sûr. Vendredi est vraiment à part. Hein. Ouais. Alors, vous avez aussi interrogé, Cyril, le panel sur le budget et les moyens de paiement utilisés. On va voir d'ailleurs les résultats à l'écran. Résultats, alors on a 64 des répondants pour qui le budget est compris entre 3 et 8 euros. La restauration en entreprise, ça reste un avantage social. Comment d'ailleurs est-ce que vous avez géré la poussée inflationniste récente de ces derniers mois, Manuel ? Alors moi je vais parler de 2022, parce que 2023, les chiffres je les regarderai en fin d'année. Mais du coup, voilà, la revalorisation, elle s'est faite en janvier 2023. Et ce qui s'est passé en 2022, honnêtement, ça sera assez similaire de ce qu'on est en train de vivre. En fait, on mesure, nous on travaille à livre ouvert avec les restaurateurs, moi j'aime beaucoup travailler avec ce niveau-là de confiance, et donc on va mesurer leurs achats, et donc l'inflation qu'ils ont eue sur l'ensemble de leurs achats sur une année. En fonction des restaurants, ça sera différent, parce que du coup, c'est aussi des acheteurs, ces gens-là. Donc, et on est en moyenne aux alentours de 15-16% d'inflation sur l'ensemble des aliments, donc on est sur la viande, des légumes, la totale.
Et un ticket moyen qui a augmenté. Donc le ticket moyen, lui, c'est la part que le salarié accepte en termes d'augmentation, parce qu'il va prendre entrée, plat, dessert plus souvent, par exemple. Et donc on a un ticket moyen qui, lui, a augmenté de 10% sur l'année 2022. Donc, du coup, la part de l'inflation, elle est autour de 5-6%. Et donc, c'est cette revalorisation-là qu'on a acceptée en 2023. D'accord. Donc, voilà. Donc, en fait, en transparence, en travaillant comme ça avec cette transparence-là, et en acceptant de délivrer ces chiffres-là au gérant, parce que lui est le premier acheteur, il peut influer sur ces chiffres-là et faire en sorte que ce soit cohérent pour tout le monde, y compris pour les salariés, pour pas qu'ils aient une inflation forte. Et oui, c'est ça. Parce que du coup, le ticket moyen, il ne pas l'augmenter de 15 ou 16% pour le Non, et pour autant, salarié. on a dû faire face à des demandes de ce type avec les restaurateurs, et elles étaient légitimes, à juste titre. On a aussi ce même mode de fonctionnement. La problématique qui s'est posée, ça a été d'arriver pour nous et les équipes d'asset management, je pense de tout type de foncière, d'arriver un peu à lier les deux bouts, parce que, in fine, on n'est qu'un juge de paix au milieu. On n'est pas l'utilisateur concret sur tous nos immeubles, excepté celui où on est basé. De l'autre côté, on doit arriver donc à concilier les intérêts de nos utilisateurs et donc de nos locataires, qui sont souvent membres en fait d'un groupement de restauration ou d'une association, si on est encore sur un ancien modèle. Et là, il y a un dialogue qui doit arriver à se faire. Il faut arriver à allier les attentes de service et de qualité avec les attentes de rentabilité du restaurateur et donc des utilisateurs. C'est très compliqué à mélanger. Parfois, ça peut être un petit peu électrique. Et la plupart du temps, l'objectif pour nous, bailleurs, c'est de trouver des solutions qui fonctionnent pour tout le monde. Oui, et puis Cyril, tu me disais quand même la profession a fait des efforts. Hein, a fait des efforts déjà de transparence. Parce que c'est un métier qui est quand même plutôt assez opaque, hein, la restauration, pour l'avoir œuvré dans mon ancienne vie. Donc oui, ça veut dire qu'il y a eu de la transparence. Après, tous les clients n'ont pas accepté forcément l'augmentation, mais beaucoup d'entreprises quand même l'ont fait. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, cet enjeu social, il est important. Le repas du midi, c'est peut-être pour certains un seul moment de déjeuner aussi. Donc il faut qu'il y ait un prix qui soit acceptable. Donc beaucoup d'entreprises, dans le côté attractivité et fidélisation des collaborateurs, ont fait l'effort aussi de subventionner cette partie-là. Après, il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait, mais je dirais qu'il y a quand même un mouvement plutôt positif, dans le sens où on a compris aussi ce que vivaient les restaurateurs et tout le monde. Par contre, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut de la qualité en face. Parce que c'est aussi l'exigence, c'est je veux bien payer, mais je veux aussi que vous me garantissiez une meilleure qualité, une offre plus courte, mais de meilleure qualité. Enfin, il y a un vrai travail aussi qui a été de co-construction avec le prestataire. On accepte des choses, mais il doit aussi des contreparties, c'est pas dans un sens. Oui, compris. Et j'ajoute que la profession a fait beaucoup d'efforts. Je les trouve beaucoup plus à l'écoute et ils se remettent beaucoup plus en question. Leurs offres aujourd'hui sont des offres qui sont beaucoup plus en ligne avec ce qu'on vit plutôt que ce qu'on pouvait voir il y a quelques années en arrière. Oui, d'accord avec ça. Oui, malgré un niveau d'attente qui continue de monter. Bien donc sûr. en fait, c'est un dialogue permanent qui doit subsister. Très bien. Alors, on voit aussi que le baromètre montre que le paiement dématérialisé s'est largement installé. Avant le badge ou le ticket papier qui sont délaissés. Autre évolution notable, celle de l'assiette elle-même. On voit sur les slides suivantes qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'il y a exactement dans les assiettes. Donc, vous avez interrogé le panel sur leurs préférences alimentaires et leurs critères de choix. Et là, eh bien, il y en a pour tous les goûts. Healthy, italienne, française, cuisine du monde, tout est apprécié. Donc, voilà. Nouveauté, la moitié du panel s'est défini comme flexitarien ou végétarien quand même. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Je vais évidemment vous écouter là-dessus. Et on voit également que les menus doivent également tenir compte des souhaits très engagés des répondants. On voit, alors ils souhaitent, d'abord ils souhaitent le choix, la variété, le bon rapport qualité-prix, la qualité des produits utilisés, vous l'avez mentionné juste avant, mais ils souhaitent aussi privilégier, on le voit, les produits locaux, lutter contre le gaspillage, privilégier les produits labellisés. Cyril, ça devient quand même un sacré casse-tête de monter un menu avec tous ces éléments-là. Alors je dirais oui et non. Je dirais que pour moi, il y a deux choses. Déjà, ce qu'il faut ressortir du baromètre, c'est que le côté engagé RSE est une vraie attente des collaborateurs vis-à-vis de l'entreprise. Donc ils doivent travailler sur tous les sujets de service, dont la restauration, sur ce sujet-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand on parle d'évolution des régimes alimentaires, on voyait que c'était déjà une évolution. Il n'y a pas que le flexitarien et autres, il y en a de plus en plus. C'est vrai. Donc, et c'est de dire comment, moi, j'amène cette réponse-là aux nouvelles générations, parce que c'est elles qui sont qui poussent. Les anciennes
en veulent, mais c'est elle qui pousse à ces nouveaux modes de consommation. Donc c'est pour ça que les régimes alimentaires et l'épisode Covid aussi a eu un effet très bénéfique sur le côté sanitaire, le côté je fais attention à ce que je mange, le produit. Donc c'est pour ça aussi que les gens ont changé aussi leur manière de consommer moins de viande rouge, il y a plein de sujets sur cette partie-là. Donc le côté flexitarien monte en puissance, mais du bon flexitarien. Et pas de l'assiette de légumes où je mets 2 trucs. Enfin, c'est vraiment du vrai. Alors, on rappelle, flexitarien, c'est quoi exactement d'ailleurs? C'est un apport protéique assez léger et une base après crudité et autres majoritairement. Mais il y a un petit apport protéique, entre guillemets, de protéique, de viande, de poisson, ce qu'on veut. Voilà. Versus le végétarien ou le vegan qui, elle, n'a plus cet apport, on va dire, de viande, de poisson et autres. Donc, mais c'est des régimes qui sont de plus en plus courants et donc de plus en plus plébiscités. Après, là, on est en France, la diversité, on l'a à l'extérieur, les gens veulent le retrouver à l'extérieur. Après, ce qu'il faut, c'est le faire tourner. C'est pas l'avoir tous les jours. C'est ce qu'ils veulent dire, c'est moi j'ai envie aussi de manger de temps en temps italien, j'ai envie de manger aussi des plats du mois. Et donc, on voit bien que c'est assez réparti. Mais le premier, c'est le healthy. Donc, ça veut bien dire que le côté santé, le côté nouveau régime est un point clé de ce phénomène-là. Donc, et après, moi, je dirais le deuxième phénomène, ça va être ce qu'on va voir après, c'est sur la partie mode de servuction. Eh ben, oui, justement, dans ces modes-là, donc, on voit aussi que le baromètre montre une montée en puissance d'un concept qui a eu du mal à s'installer en France, qui est le concept du food court. Peut-être, Cyril, rappeler, c'est quoi le concept du food court? Alors, je dirais le food court ou food hall, où il y a plein de noms, entre guillemets, ou même moi je dis food entertainment, quand on le prend dans le parti retail, c'est-à-dire c'est un lieu de vie, d'animation, avec des stands thématiques, de qualité, avec des produits locaux. Donc souvent, c'est un producteur, quand on le prend en commercial, qui va aussi développer son stand. C'est pas des marques à la McDo et autres, c'est vraiment des choses très qualitatives. Mais c'est un phénomène où, globalement, je vais au comptoir, je me sers, et après, je me mets au milieu dans une salle et je mange à plusieurs en collectivité, ce qui correspond bien au côté, je me mets à 4-5... Et ce food court, globalement, il monte en puissance par rapport au scramble, qui est je rentre, je fais mon marché, je termine par des caisses, qui est le vieux concept de cantine, j'allais dire. Et le food court commence à prendre du pas, comme on le disait. Mais ce qu'on a fait sur le Centre d'affaires Paris-Victoire avec Alexis, qui est de dire, à un moment donné, je développe cette bistronomie, mais les gens vont à un comptoir social en fonction de leur envie, et après, ils vont dans un espace où ils sont, je dirais, communs. Mais qui avait du mal à s'installer, ce concept en France, pourquoi ? Après, parce qu'à un moment donné, on est dans un côté très social, on voulait tout. Parce qu'il faut prendre conscience aussi que c'est des prérogatives des CSE, la partie restauration, même s'ils le délèguent à un moment donné à l'entreprise. Donc, je voulais X plats, une graduation, beaucoup de choses. Je pense que le fait de dire je mange mieux, entre guillemets, mais avec une carte plus courte, pousse ces nouveaux phénomènes, qui est de dire je vais sur du thématique et plus forcément sur des choses où j'ai tout et je n'arrive pas à identifier des thématiques précises de Pourquoi ? Parce qu'à l'arrivée, c'est plus cher d'avoir trop de choix, évidemment. Oui. Par exemple, sur Victoire. Alors, on est déjà sur des sites qui sont très premium dans l'approche, donc on est sur la fourchette haute des droits d'admission et des droits d'entrée. Pour autant, effectivement, ça devient très compliqué de tenir ses coûts si de l'autre côté, vous voulez absolument offrir tout le choix que vous pouvez trouver à l'extérieur. Ça ne marche pas, ça ne tient pas. D'où le fait que Cyril exprimait tout à l'heure, de faire une rotation au niveau des stands à thématique assez, je dirais, exotique dans l'approche, pour justement satisfaire tout le monde. Sachant qu'en plus, il faut arriver à satisfaire le plus de gens sur les journées où les gens viennent le plus, à savoir le mardi et le jeudi. Et là, c'est compliqué pour les restaurateurs, pour éviter de faire flamber la note. Ah oui. Oui. Alors, dans le côté RSE aussi dont vous parliez, chez toi, Manuel, j'en entends parler régulièrement. Vous avez expérimenté, je crois que ça fonctionne plutôt bien, un restaurant qui cuisine les restes. C'est ça. C'est ça ? Ah oui, c'est ça. Comment ça fonctionne ? Tout ce qui est cuit, non consommé dans le restaurant classique, est ensuite transporté le lendemain sur le restaurant qui est le plus premium, donc en terrasse, tout en haut d'un bâtiment. Et là, il y a un chef qui concocte un menu plutôt haut de gamme et à un prix unique, et donc entrée, plat, dessert, servi à table, avec les restes de ce qui n'a pas été consommé dans le restaurant classique. C'est très bon. Et c'est très bon. Et alors moi, j'aime bien l'idée de se dire qu'au travers de cet engagement je suis entièrement d'accord avec ce qu'on vient de dire avant, l'engagement, c'est vraiment ce que demandent le plus les salariés. J'ai des convictions personnelles qui font que j'ai envie d'aider ma planète, j'ai envie de montrer l'élan environnemental qui est le mien, l'engagement qui est le mien. Et donc, je veux limiter le nombre de choix, parce qu'on sait tous que plus il y a de choix, moins c'est frais, plus il y a de gaspillage alimentaire. Je veux un peu plus de flexivores, plus de végétariens, et je vais être surpris. Je ne suis pas forcément végétarien, en revanche, si le plat me plaît, je vais le devenir pour ce midi.
Et c'est ce constat d'étonnement qui va sublimer le plat. Oui, parce qu'on a cette image du végétarien sans saveur. Non, en vrai, ça va être très qualitatif. Pas très désirable. Oui, et puis un jour, on goûte un couscous de légumes et on se dit, mais c'est absolument fabuleux. Ce qu'on a réussi à faire avec les épices remplace complètement l'apport de viande et on se dit, mais en fait, c'est fabuleux. Et puis, on va être amené à revoir plus souvent du flexi ou du végé. Ah oui. Et petite anecdote sur le restaurant anti-gaspillage, parce que moi je me rappelle quand on a travaillé sur l'ouverture, on allait jusqu'à chiner la vaisselle en disant on va pas acheter de la vaisselle neuve, on va aller faire les brocantes, trouver de la vaisselle pour être dans le concept de dire on recycle. Et c'était assez... c'est pas simple à faire, hein, attention. Mais c'est intéressant parce que ça donne tout de suite une image aux collaborateurs qu'il faut être engagé jusqu'au bout. Donc jusqu'au détail de la vaisselle. Je suis conscient que chez Danone, il y a plutôt des gens engagés. Pour autant, je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui est très largement communiqué. Et le fait de travailler sur ce genre de concept, à mon sens, c'est quelque chose qui va se développer assez naturellement. D'accord. Alors, le fameux baromètre que vous pourrez découvrir intégralement, je pense, demain. À partir de demain. Voilà, donc on est vraiment en exclusivité aujourd'hui. À partir de demain, sur le site du Wellness Lab. Wellnesslab.fr. Voilà. Wellnesslab.fr. Alors, vous verrez, on ne va pas tout montrer, on ne va pas tout dévoiler. Il y a encore des choses à découvrir. Alors, vous verrez notamment qu'il y a des attentes concernant les offres de room service, de traiteurs ou encore de déjeuner à emporter sous forme de click and collect. Mais je voulais qu'on s'intéresse rapidement à l'espace de restauration lui-même pour finir notre échange. Vous l'avez appelé « Regardez comme c'est beau ». Et on va voir d'ailleurs comme c'est beau, parce que vous avez interrogé en demandant quel style, par exemple, vous préférez sur l'espace de restauration. Et là aussi, dans les styles, il y a un peu de tout, mais c'est quand même la déco jungle qui arrive en numéro 1. Bon, devant la déco industrielle, c'est pas vraiment le même genre, et la déco ethnique. Alors, mais ce qui est surtout attendu, et ça, il faut le rappeler, et là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de surprise, bonne acoustique, bonne luminosité, type d'assises variés, et espace connecté. Parce que bon, même si on discute et qu'on aime bien rester connecté. Bon, voilà. Et puis aussi, un espace qui puisse être polyvalent, qui puisse servir par exemple d'espace de détente ou de convivialité durant la journée. Alexis, est-ce que ça correspond à ce que vous constatez, Manuel, et ce que vous développez sur vos sites ? En tout point, à n'en pas douter, c'est exactement la tendance qu'on prend et la direction qu'on veut absolument insuffler dans tous les sites, quels qu'ils soient, qu'ils soient en Île-de-France ou en région, là où on fait aussi quelques investissements. On essaye, avec des tailles variées, avec des contraintes différentes, d'insérer ce type de prérequis lorsqu'on conçoit les lieux. C'est à notre sens inévitable, sinon ils ne sont pas utilisés. Et quand ils ne sont pas utilisés, à un moment donné, lorsque vous allez être devoir faire face à un renouvellement de bail, là vous allez vous retrouver avec une négociation assez atypique sur le ratio de parties communes. Voilà, un peu plus tendu. Et puis l'utilisation en journée, maintenant, c'est acquis, non, l'utilisation de l'espace restauration en journée. Bien sûr. Surtout avec, vous n'avez plus aucune réunion qui ne se passe pas avec quelqu'un qui est en visio. Donc, on n'a pas encore réaménagé l'ensemble de nos bâtiments, et ça, c'est le propre de toutes les entreprises aujourd'hui en France, parce que on va faire du test and learn, voir comment on peut aménager pour pouvoir avoir ces espaces où on peut faire de la visio. Donc là, la restauration, les espaces de restauration, c'est parfait pour ça. On descend à 1 ou à 2, hop, on fait sa visio au restaurant d'entreprise, et donc c'est des endroits qui vivent très bien. Ils sont très utilisés en journée ? Oui. Ah oui ? Ok. Ce sont des endroits que j'utilise moi-même. D'accord. Et je ne suis jamais tout seul. Bon, ok, c'est un signe. Ça marche. Cyril, allez, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce baromètre ? Alors, qu'est-ce que vous en avez retenu ? Quelle analyse vous en faites Je dirais que ce qui était intéressant, c'est de dire que le côté fonctionnalité est mort. On est plutôt sur le moment, le lieu de vie. Et on voit bien ce côté animation. Avant, c'était une contrainte, entre guillemets, la prestation qu'on délivrait à un collaborateur, je lui donne à manger, etc. Ça devient un moment fédérateur important. Donc, ce côté lieu de vie et expérientiel et communautaire est important. Je dirais que la deuxième chose, c'est le côté qualité engagée, parce qu'on voit bien qu'il y a une attente quand même des collaborateurs sur ce côté upgradé en termes. J'attends aussi que ce soit une vraie belle assiette, un vrai moment quand on parle de restauration, un vrai service et qu'elle ait une connotation, entre guillemets, plus engagée. Oui. Donc,
Par contre, ça veut dire la contrepartie, c'est l'investissement, parce que quand on dit ça, ça veut dire qu'il va falloir retravailler automatiquement l'aménagement, l'espace, etc., et qu'il y a du capex, entre guillemets, de l'investissement à sortir. Donc l'entreprise, est-ce qu'elle en est consciente? Est-ce qu'il y a un travail aussi fait quand c'est du multilocataire avec le bailleur, qui est de dire comment aussi, je peux amener une réponse, mais il y a une contrepartie en face aussi à un moment donné pour garantir, c'est pas juste une assiette, une fonctionnalité, c'est aussi un lieu, c'est de l'espace, c'est de l'aménagement. Et je dirais qu'il ne faut pas tout délivrer d'un coup, comme on l'a vu, toute la cartographie, ne mettez pas tout. Ouais. Il faut y aller étape par étape, c'est-à-dire, moi j'aime bien la notion de test and learn que donne Manuel, c'est de dire il faut tester, œuvrer, faire évoluer. C'est pour ça que le lieu il doit être assez hybride dans sa manière d'évolution. C'est-à-dire si on le fiche trop, le risque c'est que ça coûte très cher en investissement de le refaire. Donc il faut y aller étape par étape, tester les services, tester les prestations et au fur et à mesure de la faire évoluer. Pas figer, ce que je retiens aussi, c'est que vous dites faut l'espace lui-même, il ne faut pas le dédier définitivement à telle activité. Il faut imaginer que potentiellement on puisse l'utiliser pour une autre type d'activité. Voilà. Très bien, merci Cyril. Alors avant de me tourner vers nos auditeurs pour prendre quelques questions, s'il y en a, je signale que le Wellness Lab a toujours quelque chose à dire, on va le voir à l'écran. Vous produisez quand même beaucoup, je suis allé voir, dis donc, des articles, des vidéos, des dossiers, beaucoup de contenu. Franchement, c'est passionnant, bravo pour le travail accompli. Je précise aussi que dans le baromètre Explorer, on trouve aussi des vidéos, des podcasts. Vous avez interrogé Emmanuel, vous avez interrogé d'ailleurs Alexis qui raconte des retours d'expérience sur quelques sujets qui sont traités dans le baromètre. Donc vraiment, c'est très très riche et ça vaut le coup d'œil et le coup d'oreille. Voilà, alors, y a-t-il des questions, s'il vous plaît, en régie ? Bonjour Lionel et bonjour à tous. Oui, quelques questions. Alors, pour commencer, nous avons Marie qui vous félicite sur les résultats de cette étude qu'elle a trouvée très intéressant. Et elle vous demande, avez-vous un baromètre pour les sites en région ? Ah bah oui, puisqu'on a dit qu'il était francilien. Pour l'instant, non, on n'a pas de baromètre en région, même si on a déjà commencé à questionner sur des immeubles, parce qu'on opère aussi en région. Mais je dirais que pour l'instant, c'est prématuré, parce que moi, j'aime bien avoir suffisamment de répondants pour aussi avoir une vraie base de données intéressante. Donc, mais ça, à terme, ça va arriver. Le but, c'est d'avoir une vision nationale et pas que Île-de-France. Très bien, merci. Oui, Eric nous dit qu'il est en train d'étudier une offre sportive pour son site. Mais au vu de vos commentaires, il se demande ce qu'il doit faire. Avez-vous des conseils ? Oui. Ah, oui. Je pense qu'il faut commencer par créer vous l'appellerez comme vous voulez, mais ce groupe de réflexion en interne qui permet d'interroger les salariés sur leurs souhaits. Et on peut faire des lives, il y a des tas de manières d'animer tout ça, et ensuite de déterminer un plan d'action en fonction de ces retours. Si dès le départ, il n'y a que 10% des gens qui sont intéressés par une salle de sport, honnêtement, je pense qu'il faut revoir le plan. Voilà. Ouais. Et peut-être passer sur des choses plus light, c'est-à-dire pas forcément dédier un espace, mais faire venir des intervenants extérieurs. Ça, c'est facile parce que ça vous permet d'avoir une salle qui peut être dédiée à différents usages. Ça peut être une zen room, ça peut être une salle de sieste, donc, mais ça peut aussi être une salle où on fait du yoga, où on va faire du pilates, des choses comme ça, ou un certain entraînement cardio avec quelques équipements qui viennent temporairement. Comme ça, vous évitez d'immobiliser le lieu à un usage figé. Il y a quelque chose d'intéressant que j'ai vu, mais je l'ai vécu aussi sur CAPV, c'est qu'il y a des entreprises des fois qui ont des collaborateurs qui ont un vrai savoir-faire sportif, de yoga, tout ce qu'on veut, en interne, et qui aiment bien aussi, sur la temps du déjeuner, offrir un cours ou ce qu'on veut, parce que je l'ai vu, c'est pour ça, c'était l'aïkido, je sais pas, c'était quelque chose. On peut faire ça, il n'y a pas de réglementation. D'accord. Voilà. Sur le yoga qui est de la gymnastique douce, honnêtement, c'est possible. Nous, on l'a aussi. Ouais. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est soit au travers de l'hospitality, soit au travers d'un logiciel, soit au travers d'une animation que vous avez en interne, d'arriver à monter des communautés. Oui. La communauté des gens qui adorent le yoga, qui eux-mêmes vont se créer des temps réguliers de yoga, et puis à ce moment-là, arrivera le prof.
je sais pas moi, tous les jeudis matins ou tous les jeudis midi. Et puis du coup, on dédie la salle au yoga et puis on la dédiera à autre chose, peut-être de la musique après. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne idée de ne pas le figer sur une salle. C'est bien de sport. cette idée de communauté, voire animée même par les step by step, collaborateurs comme on dit, internes. on y va étape par étape. On commence à lancer la communauté, puis s'il y a une vraie prise, peut-être demain on fera un vrai espace, mais... Compris. La salle polyvalente. Oui. Oui, en fait, c'est ça, exactement, une salle polyvalente. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question? Une dernière question. Allez, bon. Avec le télétravail, il y a moins de problèmes de file d'attente le vendredi. Par contre, il y en a toujours autant, voire plus, le mardi et le jeudi. Quelqu'un a-t-il trouvé une solution pour fluidifier le parcours? Ah, ça c'est pour la restauration, j'imagine. Oui. Oui. Moi, je me tourne vers Cyril parce Oui, qu'on rencontre tous le problème. Non, je pense que malheureusement, on a des gros pics parce que les gens, c'est les 2 jours où ils sont le plus présents. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle, entre guillemets, pour l'instant, amener la fluidité. Et on ne va pas créer un lieu pour entre guillemets, augmenter le capacitaire juste pour 2 jours dans la semaine. Donc c'est peut-être développer d'autres points, plutôt accès à la food tech. Enfin, je sais que tu as mis du boucal en boucle. Enfin, il y a d'autres espaces qu'il faut créer avec des compléments d'offres qui pourraient répondre aussi pour ces 2 jours-là, entre guillemets, en offre. Mais sur le lieu de masse, il y aura toujours un lieu de masse. Il y a toujours cette saturation parce que maintenant, les pics sont beaucoup plus forts qu'avant. Donc c'est développer d'autres points qui vont être complémentaires. Exactement. Ah oui, C'est ce qu'on a fait. Multiplier les... C'est multiplier d'autres espaces de restauration pour qu'il y ait d'autres solutions offertes. Et effectivement, si on, comme d'habitude, on descend à 12h30, on se rend compte que comme d'habitude, le mardi, il y a beaucoup de monde, peut-être qu'on peut changer ses habitudes. Oui, Changer ses habitudes, ça me paraît être déjà le premier effort qui coûtera le moins cher. c'est le plus dur. C'est le plus dur parce que, comme vous le disiez, les gens descendent quand ils ont faim. Et ça, c'est légitime. Je pense qu'on est tous pareils. Hein. Et sauf si les autres offres sont sympas. Parce que Oui. l'idée, c'est de trouver... Les amener vers autre Voilà. chose. Ouais. Donc, Mais tout aussi qualitatif. Et oui. On fait du frigo connecté de plus en plus évolué, avec des choses de saison frais, bio. Enfin, on peut. Oui, ça faire- fluidifie quand même les... Tout à fait. D'accord. Très bien, merci beaucoup à vous trois. Merci. Alexis, Manuel, Cyril. Merci d'avoir partagé vos expériences et expertises. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine émission sur A News Workwell. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.